À l'occasion de la sortie du livre Que faire des partis politiques, ouvrage collectif aux éditions du Croquant, nous avons 3 questions à poser à Mathilde Larère, historienne et co-auteure de ce livre. Pour commencer, depuis la loi sur la parité du 6 juin 2000, les femmes sont-elles enfin égales aux hommes dans les partis ? Est-ce qu'avec la loi sur la parité, les femmes sont égales aux hommes dans les partis politiques ? Non, pas vraiment en fait. C'est un peu comme dans les hémicycles, la parité, ça a plus déplacé les problèmes que réglé les problèmes. Alors déjà, ça a suscité une levée de bouclier de la part des hommes en politique, notamment des trentenaires. On pourra se rappeler par exemple la tribune qui a été signée notamment par Laurent Bouvet, Emmanuel Morel, au moment de la loi sur la parité, où il se présentait comme la génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Laurence Rossignol dans l'enquête qu'on a menée avec Aude Loriot, ils avaient l'habitude d'avoir 95% des postes et puis d'un seul coup, il n'y en avait plus que 70. Bon, maintenant 50. Donc ça a créé des réactions. Après, en fait, il a fallu donc mettre des femmes, soit sur les listes électorales quand c'était un scrutin de liste, soit dans certaines circonscriptions. Et ça a créé des logiques de casting qui n'ont pas été forcément favorables aux femmes, parce que les femmes qu'on a sélectionnées pour rentrer dans ces listes l'ont été sur des critères qui leur étaient pas nécessairement positifs. Par exemple sur les circos, comme l'objectif c'est toujours de préserver le capital politique de l'homme de parti, souvent blanc, on y reviendra, et bien en fait on a choisi pour les circos-femmes, souvent celles qui venaient de la société civile, donc pas les femmes de parti, ou les femmes racisées, mais ça c'est une conséquence de l'entrée de la diversité. Et par ailleurs, on a plutôt sélectionné les femmes qui ne faisaient pas trop de vagues, pour que justement, après, elles replacent les hommes en politique. Alors par ailleurs, ça a suscité des pratiques de parité à l'intérieur des partis. La plupart des partis maintenant ont adopté la parité pour toutes leurs instances collégiales. En revanche, pour les postes de direction, c'est très variable d'un parti à l'autre. Quelques partis de gauche ont fait des postes de direction en couple dirigeant, par exemple le parti de gauche qui a deux personnes à sa tête et à chaque niveau du parti, mais dans d'autres, c'est que les hommes. On l'a vu la dernière fois pour la direction du PS, n'était en lice que des hommes. Donc ça n'a pas tout à fait réglé les problèmes. Et ensuite, la vie militante, elle reste très genrée, et comme on sait que les tâches militantes sont différemment rétribuées symboliquement et même parfois matériellement, c'est souvent les tâches masculines qui sont les plus rétribuées. Pour résumer, en gros, les hommes font les tracts, les femmes les distribuent, les collages, c'est une affaire d'hommes, ça tourne même assez souvent au concours de beat, et il y a quand même une grosse variation entre les tâches qui sont réservées aux femmes et celles qui sont réservées aux hommes, même quand il y a des couples dirigeants. C'est souvent la femme qui fait les mails, qui s'occupe des listes d'adhérents, alors que c'est l'homme qui fait les directions politiques. L'intégration des personnes racisées dans les partis est souvent mise en avant. Fonctionne-t-elle ou n'est-ce que de l'affichage ? Alors effectivement, à partir des années 90 et surtout à partir des années 2000, il y a un impératif de diversité. À nouveau, c'est un impératif sur les listes électorales, parce qu'à nouveau, l'objectif est surtout un affichage électoral. Il faut avoir de la couleur dans les listes, avec comme présupposé, qui d'ailleurs ne repose pas sur beaucoup de sérieux, mais que si on met des personnes racisées sur les listes électorales, ça va attirer un certain vote, et notamment un vote électorat racisé. Et là, le terme racisé ou racialisé est vraiment parfait, puisqu'on réduit cet électorat finalement à sa couleur de peau, pensant de façon fausse que Maurice va voter pour Maurice et Mohamed va voter pour Mohamed. Donc en fait, on veut mettre des candidats racisés ou des candidates racisées dans les quartiers populaires, dans les banlieues, en pensant que ça va attirer un électorat, ce qui est évidemment beaucoup plus complexe. La conséquence pour les personnes racisées dans les partis, ils n'ont pas forcément plus monté dans les organigrammes. En revanche, effectivement, il y en a qui se sont retrouvés sur les listes de plus en plus, et après dans les hémicycles et dans les lieux de pouvoir, ça ce qui est positif. Et à nouveau, exactement comme pour les femmes, ça a entraîné des logiques de casting qui ont été d'abord assez inégalitaires, parce que tout le monde n'a pas profité en fait de cette nécessité de se retrouver sur la liste. Ceux qui en ont le plus profité, c'est les femmes. Les femmes racisées en ont plus profité que les hommes racisés, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure sur la question des femmes. Comme on veut préserver les places des hommes de partis blancs, eh bien en fait on voulait que les femmes cochent plusieurs cases, femmes et racisées. Et puis si elles pouvaient être société civile, handicapées, LGBT en même temps, c'était parfait. Vraiment il y a un côté comme ça, il faut que c'est une pierre de coups. D'autre part, on a choisi déraciser
que l'on veut pour leur couleur de peau, mais à côté de ça, il faut qu'ils aient aucune connotation culturelle. Donc il y a une injonction tout à la fois qui est pour eux vécue comme complètement contradictoire. À la fois, il faut qu'ils représentent leur communauté pour aller en chercher les votes, mais en même temps, il faut qu'ils professent leur amour du saucisson, du pinard, leurs cheveux détachés. Sachant que la plupart de ces candidats, eux, ils veulent être candidats comme tous les autres, c'est-à-dire représenter l'ensemble de la population et ne pas être là juste pour récupérer des votes de racisme. Il y en a beaucoup, quand on les interrogeait, qui disaient qu'ils avaient l'impression d'être l'arabe de service, le noir de service, qui était vécu comme de façon douloureuse par ces candidats. Que faire pour que reculent les discriminations ? Dans le cadre des partis, pour que reculent les discriminations, entendu évidemment que l'essentiel doit se faire aussi autour, parce que le parti n'est jamais que l'observatoire, la caisse de résonance des problèmes qui existent ailleurs, et donc les solutions, elles doivent aussi être faites ailleurs. Mais ce n'est pas la question qui est posée. Déjà, la formation, c'est toujours utile. Formation antisexiste, antiraciste, anti-homophobe. Ça veut dire formation, ça veut dire pointer les problèmes qu'il y a dans les partis, les montrer, d'abord parce que très souvent les gens ne s'en rendent pas compte, ne les voient pas, pour les déconstruire et pour ensuite susciter des réflexes de lutte contre ces logiques de discrimination ou de stigmatisation des femmes et des racisés. Et après, ce qui a déjà été plus ou moins mis en place, mais appliquer la parité aux différents niveaux de pouvoir et notamment au niveau dirigeant des exécutifs, ça c'est très important. Puis après, il y a des trucs ponctuels. Tant qu'on fera des réunions de partis à l'heure du bain et du repas des enfants, il y aura moins de femmes. Enfin, c'est tout simple. Donc il faut envisager une vie militante qui ne soit pas plaquée sur les emplois du temps masculins. Dans les réunions, le système de la prise de parole en fermeture éclair, un homme parle, une femme parle, et un homme ne peut reparler que si une femme a parlé, est une bonne solution parce qu'en fait, ça pousse aussi les femmes à prendre la parole. Comme elles ont intériorisé tout un tas de discriminations et de mises à l'écart, il est vrai que les femmes se portent moins souvent candidates ou prennent moins la parole dans les réunions, et c'est pour ça que les formes un peu contraintes, que ce soit parité obligatoire ou prise de parole en fermeture éclair, c'est toujours utile. Si les partis aussi reconnaissaient la possibilité en leur sein de faire des réunions non mixtes comme outils qui permettent justement aux racisés ou aux femmes et d'exprimer les souffrances dont ils peuvent qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur des partis, et qu'il n'y ait pas un refus absolument de ces formes non mixtes, c'est sûrement quelque chose qui serait positif aussi dans les partis.